Salut à tous, bienvenue les rouleurs. On est de retour, roue libre est de retour, l'émission vélo de la First Team. Je suis entouré de mes deux compagnons. Comment ça va mon Polo Laflamme? Ça va très bien, écoute, une très belle semaine de vélo. On était content que ça reprenne, ça nous avait bien manqué. On a vu des belles choses, donc ravi déjà d'être ici pour pouvoir en parler. Très bien, je vois que Polo est en forme. Et toi Robin, est-ce que tu es en forme? Tout pareil, tout pareil. La semaine dernière, c'était une émission pour reparler un peu de tout ce qui venait, mais on avait un peu l'eau à la bouche, on avait hâte que ça reprenne. On manquait de Là, matière. on se sent vraiment de nouveau dans la saison. C'est vrai qu'il s'est passé énormément de choses cette semaine. On va regarder le sommaire d'ailleurs, voir de quoi va être fait cette émission. On va passer une heure ensemble. D'abord, on va avoir un débat parce que Remco Evenepoel a fait des siennes du côté du Tour de Burgos. Donc on va se poser la question, est-ce que c'est une star avant l'heure? Qu'est-ce qu'il faut penser de lui? Est-ce qu'il faut s'enflammer pour lui, oui ou non? Il a quand même fait la une de Marca, donc on va en parler. On va avoir un focus débrief des courses qui ont eu lieu cette semaine. D'abord, la course d'un jour, les Strade Bianche qui ont été gagnées par Wout van Aert et le Tour d'Occitanie qui est actuellement en cours. Il y a une étape aujourd'hui, donc on ne connaît pas nécessairement le vainqueur final, mais ça devrait être Egan Bernal. Mais on va parler de tout ça. On va avoir des bonifs qui seront un peu plus solides que d'habitude en preview. La preview de Milan-San Remo notamment parce que la course est en fin de semaine. Donc une émission roue libre ne peut pas avoir lieu sans une preview de Milan-San Remo, l'une des courses les plus importantes de la saison. Et on terminera évidemment avec un quiz déjà pour commencer. La semaine dernière, Polo, tu avais gagné. Tout à fait. C'est vrai, t'as gagné. De belle manière. On est sûr de ça? Oui, je suis sûr et certain. Et les pronos aussi, j'ai gagné, mais on en reparlera tout à l'heure. Non, On en reparlera tout à l'heure, les gars. J'ai apporté des preuves hier soir. Est-ce qu'on va les cacher ou pas? Je ne sais pas, mais j'ai apporté des preuves de ma victoire. T'as raison. Et du coup, on terminera. Restez bien avec nous parce qu'à la fin de l'émission, on va donner le résultat du jeu concours Twitter qui avait eu lieu. Il y avait notamment un jeu Tour de France et un jeu Pro Cycling Manager. Donc les deux noms seront annoncés en fin d'émission. Tout de suite, vous allez voir le calendrier de la semaine parce que s'il a été solide la semaine dernière, il sera aussi solide cette semaine. Il va y avoir notamment le Tour de Pologne de mercredi jusqu'à dimanche. On aura une grosse pensée pour Björk Lambrecht qui est décédé tragiquement l'année dernière. On va avoir Milan-Turin qui est la course de préparation de Milan-San Remo qui aura lieu samedi. Milan-San Remo sur la chaîne L'Équipe. Et on va avoir deux épreuves françaises. D'abord le Mont Ventoux Challenge qui aura lieu le jeudi 6 août. Et par la suite, alors le Mont Ventoux Challenge n'est pas diffusé, mais le Tour de l'Ain, lui, est diffusé. Si, le Mont Ventoux Challenge, sur Sur la chaîne L'Équipe. sur la chaîne Équipe. Ah, c'est diffusé cette année? Oui, c'est Robin qui réalise. Oui, tout à fait. Voilà, en plus, Roby, il travaille, donc magnifique. Donc oui, effectivement, tu seras du côté du Mont Ventoux pour le Mont Ventoux qui sera sur la chaîne Équipe et le Tour de l'Ain sera sur Eurosport. Un très gros programme, les gars. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on va commencer avec un débat sur Remco Evenepoel. C'est parti. Mister Remco Evenepoel, vous allez voir une photo, vous allez vous dire, bah voilà, cette tête de jeune. Alors si vous n'en avez pas entendu parler, il faut sortir de la grotte les amis, parce que Remco Evenepoel a arboré un maillot qui est absolument horrible. Tu trouves? Moi, j'aime bien. Je le déteste. Pourquoi C'est un avis Il retrouve fort. vos Education Ah oui, First. la First Team, c'est des Ah ouais, amis Il forts, ressemble au Ah maillot non, Education mais- First. Ah non, pas du tout, parce qu'il y a une espèce de dégradé que je n'aime pas du tout. C'est vrai? Tu Ah, préfères là, le maillot Movistar? Education First, je le trouve très beau parce que c'est un ton uni, tu vois. Mais là, le c'est pas mélange uni, de rose ça et part de du bleu, ça va C'est pas jusqu'au uni, rose. Education First, justement, C'est la même chose. c'est les mêmes teintes de dégradés. bah, Là, il y a peut-être beaucoup mieux trois couleurs, organisé. mais Alors, moi, je sais pas, celui-là, je le trouve C'est moche. un maillot distinctif qui change de d'habitude, des trouves, maillots ouais. rouges, des maillots jaunes ou des maillots or. Il change. Voilà, surtout en Espagne où c'est En plus, il va bien avec c'est le souvent cuissard les mêmes. Quick-Step. Ouais, en plus, il va très bien avec le cuissard Quick-Step. Non, là, je trouve, Joseph, passons. Ouais, Passons. passons sur ce moment, Christina Cordula. En tout cas, Remco Evenepoel, lui, ce qui est sûr, c'est qu'on va voir un classement qui fait qu'on parle de lui, c'est parce qu'il y a eu démonstration sur l'étape notamment du Picon Blanco. Et ben, il a explosé. Enfin, alors on va dire explosé parce que c'était tellement impressionnant, mais il a mis 18 secondes à un grimpeur comme George Bennett, à un grimpeur comme Mikel Landa, 35 secondes pour Esteban Chavez, Joao Almeida qui était son équipier, lui aussi est un jeune en devenir, et on voit des coureurs très connus comme Richard Carapaz, vainqueur du dernier Giro, qui est assez loin, Simon Yates aussi qui a essayé d'attaquer, mais derrière lui il a explosé, Polo. La question qu'on va se poser aujourd'hui pour Remco Evenepoel, c'est star avant l'heure, oui ou non? Est-ce que déjà toi, tu t'attendais
à le voir aussi fort sur le Piquen Banco? Contrairement à toi, Joseph, qui l'avait annoncé, non, clairement non, je ne m'attendais pas à le voir aussi fort. On l'avait vu fort en début de saison, notamment à San Juan et au Tour d'Algarve, sur on va dire des courses qui leur correspondaient un peu mieux. À San Juan, il y avait un chrono, sur le Tour d'Algarve, c'était des montées quand même beaucoup plus roulantes. Là, le Piquen Blanco, c'était très irrégulier, c'était quand même assez long, il faisait beaucoup plus chaud, et surtout... voir Remco Evenepoel répondre avec autant de manière et autant de talent sur ce genre de pente qui ne lui correspondent pas, je pense que ça a été un choc, et pour moi, et pour beaucoup de monde, parce que je pense que personne ne s'y attendait, de voir mettre des mecs comme Mikel Landa ou des Simon Yates, des spécialistes de ce genre de montée, même des Ivan Sosa qui avait pris un tir ce jour-là aussi, autant en difficulté. Je pense que c'était une vraie surprise pour tout le monde. Vraie surprise pour toi aussi, Robin? Oui, de le voir à ce niveau-là, oui. Si on l'avait vu dans le groupe des favoris, se battre avec les autres, ça aurait pu être attendu, mais le voir dominer à ce point-là, sortir tout seul et puis gagner avec un peu d'avance qui lui permet au final de gagner le classement général. Oui, à ce point-là, c'est surprenant parce que, comme tu dis, Polo, il avait performé à San Juan et en Algarve, mais c'était surtout, il avait même performé en montagne à ce moment-là, mais c'était quand même des courses de tout début de saison où beaucoup n'étaient pas encore en grande forme. C'était le mois de janvier à San Juan, donc bon, c'est quand même un scénario très très particulier. On se rappelle que Julien Alaphilippe aussi avait brillé en montagne l'année précédente à San Juan. Ça ne veut pas dire grand-chose à ce moment-là de l'année. Alors que là, on est sur la reprise. Le Tour de France est dans un mois. Tout le monde arrive dans un niveau de forme, alors pas à 100%, mais assez élevé. Tout le monde a envie de se rassurer sur les premiers jours de course. Et celui qui le fait le mieux, c'est lui. Donc ouais, c'est assez... pas étonnant parce qu'on sait qu'il a un potentiel énorme et qu'avec lui il faut s'attendre à tout, mais je pense pas qu'on l'attendait aussi fort aussi rapidement. Étonnant dans le sens où vraiment sur des pentes où on s'attendait pas à ce qu'il brille, il a été performant. Remco Evenepoel a quand même cette physiologie d'un coureur, un rouleur grimpeur. Regarde, faut voir ses cuisses. Voilà, comparé aux cuisses de Landa ou de Carapaz. C'est un rouleur grimpeur dans la lignée des Tom Dumoulin, des Primož Roglic. On a quand même tendance à le comparer à ce genre de profil en tout cas. De le voir aussi fort sur des pentes aussi irrégulières, je vais vous dire, même à l'image d'un Primož Roglic qui est aussi fort sur ce genre d'arrivée, c'est surprenant. Ça démontre aussi, ce sera peut-être une de tes prochaines questions, Jeff, mais ça démontre aussi peut-être un changement de physiologie chez les futurs lauréats, enfin les futurs concurrents, prétendants plutôt, les futurs prétendants aux victoires sur les grands tours. Parce qu'il a tellement étonné tout le monde que ça arrive très rarement. Tom, c'est nickel, tu pouvais rester comme c'était, on l'a vu, la une de Marca, le mec a fait la une de Marca. Il a, pour rappeler quand même, il a seulement 20 ans. Il est né en janvier 2000. Remco Evenepoel, il a fait la une de Marca, qui est un des quotidiens sportifs espagnols les plus importants. Voilà, cet enfant est une machine. Paul, c'est vrai que des stars comme ça. Il y en a une tous les 5 ans, parce que par exemple un Tadej Pogacar a impressionné en début de saison l'année dernière, mais il était c'était inimaginable de le voir faire la une d'un grand quotidien sportif tel que Marca en Europe. Ouais, et pourtant Tadej Pogacar, qui a un an de plus que lui, fait quand même podium sur la Vuelta. Donc parce que Pogacar est davantage centré sur un seul domaine, grimpeur, alors qu'Evenepoel impressionne parce qu'il est aussi rouleur, puncher. Sachant que Pogacar est aussi un excellent rouleur et qu'à mon avis, on risque d'avoir des surprises. D'ailleurs, il a battu Roglic contre la montre des championnats du monde de Slovénie, des championnats nationaux de Slovénie. Oui, c'est un phénomène incroyable. Il gagne toutes les courses auxquelles il participe. Cette année, il a rien laissé à ses adversaires. Là, sur le Tour de Pologne, on peut quand même s'attendre à ce qu'il fasse une démonstration comme il a fait cette semaine. C'est un ovni fantastique. Certains ont déjà peur, certains le voient déjà comme le cannibale, comme le nouveau, le petit cannibale, comme on l'appelle, le nouveau Eddy Merckx. Il n'aime pas cette comparaison, lui, déjà. Ouais, moi non plus, j'aime pas trop. Je pense qu'il faut pas. Ce serait dommage d'en avoir peur. Et le problème, c'est qu'il commence à le ressentir aussi via les médias, via les réseaux sociaux. Je trouve que c'est un peu dommage. On en reparlera plus tard dans le débat. Mais voilà, laissons ce jeune exploser tous les records de précocité, laissons-le gagner des courses, laissons-le même être un peu arrogant s'il veut. De toute façon, c'est un gagnant et c'est un champion avec énormément de caractère, donc il aurait tort de se priver de l'être. Donc voilà, laissons-le, arrêtons de l'emmerder et profitons en fait de la chance qu'on a d'avoir un phénomène aussi précoce et aussi talentueux.
On va voir son palmarès déjà parce qu'il est déjà bien rempli pour un jeune homme de 20 ans. Il avait gagné la Baloise Belgium Tour. Ah oui. Et il avait gagné surtout la Classica San Sebastian. On l'avait vu attaquer assez tôt. Il avait pu partir. Alors c'était une victoire. Robin, tu vas nous le dire. Est-ce que oui ou non, elle t'avait déjà mis l'eau à la bouche dans Bien le sens, sûr, mais dans un format différent où il était davantage puncher, baroudeur, rouleur aussi. Il avait montré qu'il pouvait faire un effort en solitaire pendant plusieurs dizaines de Il kilomètres. avait anticipé la bataille avec les favoris. Voilà, et c'était pas une victoire de grimpeur à ce moment-là. C'était très impressionnant. C'était une victoire en World Tour avec de gros favoris qui étaient au départ de cette course. Mais et tu parles du Tour de Belgique, c'est un peu pareil. C'est le même genre de victoire. Ensuite, il y a le championnat d'Europe du contre-la-montre. Il avait prouvé qu'il était une bête à rouler. Malgré son âge, il avait que 19 ans à ce moment-là. Il fait donc champion d'Europe du contre-la-montre. Ensuite, il fait podium sur les mondiaux du contre-la-montre aussi. C'était inattendu à cet âge-là, mais c'était surtout dans les qualités de rouleur, de baroudeur aussi, et de puncher qui s'était montré vraiment à son avantage. Et cette année, ce qui est nouveau, c'est qu'il se montre comme un grimpeur, et c'est ce qui va en plus dans le sens de ce qu'il veut lui, puisqu'il rêve de grand tour. Alors il rêve aussi de Liège-Bastogne-Liège, mais son objectif principal, c'est d'être un coureur de grand tour. Donc pour ça, il faut grimper avant de rouler. Et il est en train de montrer qu'il sait faire les deux. Donc, c'est fou, en fait, il a quasiment aucune faiblesse aujourd'hui, Remco Evenepoel. Pour l'instant, le sprint, bien sûr, mais c'est logique, il ne peut pas être à la fois grimpeur, puncher, rouleur et mais je suis sûr que sur une arrivée à 4-5 coureurs, bon, s'il n'y a pas des purs sprinters, il peut avoir une pointe de vitesse. C'est ce qu'on n'a pas encore vu, puisqu'il est toujours quasiment arrivé solitaire. Même à San Sébastien, au Tour de Belgique, il arrive tout seul. Donc on n'a pas encore vu ce qu'il donne dans un petit groupe. Il y a cet aspect-là, moi, que j'ai envie de voir, c'est sur l'aspect tactique, comment il gère une arrivée en petit groupe, où il n'y a pas que la qualité de sprint, il n'y a pas que la vitesse de pointe qui fait la différence. Il y a aussi la tactique dans les derniers kilomètres. Et c'est en plus différent que tu sois à 2-3 ou si tu es une dizaine. Donc voilà, j'ai envie de le voir évoluer dans ces conditions-là. Mais c'est un peu la dernière inconnue qu'on a parce que tout le reste, on sait qu'il est très fort et qu'il va seulement progresser. On va voir son programme, Paul, justement, de la suite de la saison. Il va y avoir le Tour de Pologne, justement, qui va avoir lieu cette semaine. Il va faire le Tour de Lombardie, là où il y aura un plateau qui est assez intéressant. Et finalement, on se dit, pourquoi pas, en fait. Il va y avoir une course très compliquée à prononcer que je vous laisse lire. Je sais qu'en français, ça veut dire la course des raisins. Voilà. Il va y avoir la Bruxelles Cycling Classic, le Tirreno Adriatico. Et voilà, on arrive sur une de mes questions, sur le Giro. Paul, favori ou non pour le Giro? Évidemment. Enfin, même tu mets favori? Non, mais il fait partie des favoris. Candidat crédible à la victoire. Candidat crédible à la victoire. Quand on voit les 60 ventes de chrono, après, moi, ce qui m'inquiète, et l'un de ses directeurs sportifs, là, pendant le Tour de Burgos, l'a bien dit, parce que ça commençait à s'enflammer dans les médias belges, etc. Il a dit exactement cette phrase, j'ai plus son nom exact à son directeur sportif. Il a dit il faut respecter les courses de 3 semaines. Alors, évidemment, on a vu Remco Evenepoel briller sur des courses d'un jour, on l'a vu briller sur des courses d'une semaine, on l'a vu remporter des victoires d'étape, que ce soit en contre-la-montre ou dans des arrivées difficiles. Là où on ne l'a pas vu, c'est sur la multiplication des efforts. D'ailleurs, cette citation est très intéressante. Je vais devenir un coureur de grand tour. On va donc travailler sur mes capacités en montagne et au contre-la-montre. Je dispose de très bonnes capacités de récupération. La route est encore longue, mais je suis prêt à travailler dur pour atteindre mes objectifs. Quand on voit notamment ces résultats, je m'étais un peu intéressé à lui en préparation du débat sur demi-fond et sur la course à pied où il a fait des très bons résultats, notamment sur des semi-marathons, etc. Moi, je ne suis pas inquiet sur ses capacités sur le fond, ni sur ses capacités de récupération. Une 6 au marathon, je crois, au semi-marathon. Ouais, je me souviens que j'avais lu ça aussi. Moi, la seule question que je me pose... Il le fait en vélo, le Giro, non? La seule question que je me pose, c'est l'altitude aussi. Je pense notamment à l'étape du Giro qui va passer par l'Isère et le Col Agnel, qui va arriver tard dans le Giro. Voilà, donc 2 choses. Pour moi, il est favori de ce Giro, au même titre qu'un Nibali, au même titre que d'autres. Bref, j'ai oublié, c'est pas très grave. Carapaz, je crois. Carapaz, voilà, c'est lui dont je cherchais. Mais il va falloir respecter la course, il va falloir qu'il se prépare, il va falloir qu'il ne soit pas trop arrogant, parce qu'il a tendance un peu à l'être. Pour moi, c'est pas un problème, mais sur ce genre d'arrivée, sur ce genre de course de 3 semaines, il faut respecter ça. Et surtout, voir comment il réagit déjà sur des efforts réguliers sur 3 semaines et surtout vis-à-vis de l'altitude, deux infos qu'on n'a pas encore sur lui, deux choses qu'il n'a pas encore pu essayer face au meilleur du World Tour. Non, moi, je ne peux pas le considérer comme un des candidats, même ne serait-ce qu'un podium pour le Tour d'Italie, c'est pas possible. Il va être une attraction de ce Giro, c'est sûr, parce qu'on va tous avoir envie de voir comment il va se débrouiller. Mais penser qu'il puisse faire un podium, pour moi, c'est inimaginable. S'il le fait,
c'est une surprise exceptionnelle. Il a gagné le Tour de Burgos. Hein. C'est ni Paris-Nice, ni le Dauphiné, ni le Tour de Suisse. C'est pas World Tour. Sa seule victoire en World Tour, c'est la Classica de Saint-Sébastien. Alors c'est super, c'était impressionnant. C'est le plus jeune coureur à avoir gagné une Classic World Tour. Mais il n'a pas gagné une course d'une semaine avec une grosse concurrence. Il gagne l'Algarve et San Juan, qui sont en début de saison, avec une faible concurrence, et il gagne là Burgos, qui est dans des conditions particulières, avec des adversaires qui sont tous en reprise, qui en fait, bon, c'est pas très très différent non plus Il y a eu une indication, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, parce qu'on a parlé de l'arrivée au Picon Blanco, mais sur la 5e étape, à Lagunas de Neila, il perd 11 secondes quand même, ça peut être une indication. C'est la preuve déjà que tactiquement, il n'est pas encore parfait, alors, parce qu'il s'est un petit peu précipité à vouloir reprendre certaines attaques qu'il aurait peut-être pas dû essayer de suivre. Et sur 3 semaines, imaginons qu'il porte le maillot rose, ce qui, ça, pour le coup, est possible Dès le premier jour, voilà, avec le contre-la-montre. Imaginons qu'il se retrouve dans la position de leader. Comment il va gérer ça? Comment l'équipe de Koenig Quick-Step va gérer ça? Parce que c'est pas forcément... T'as pas envie de garder le maillot rose pendant 21 jours. Donc ça va être beaucoup d'interrogations qui font que, pour moi, on peut pas le considérer comme un favori. Même un garçon comme Egan Bernal, qu'on présentait comme un crack des grands tours, il lui a fallu un Tour de France où il a appris, où il est venu en observateur pour faire l'équipier. Et après ça, il a été capable de revenir sur le Tour en gagnant. Il avait aussi gagné des courses d'une semaine avant. Donc, pour moi, Evenepoel, on est encore très très loin de ça. Il a gagné des courses de 5 jours, l'Algarve et Burgos. Ça n'a rien à voir avec le Tour d'Italie. Après, s'il gagne Tirreno Adriatico en préparation, ça va rebattre les cartes et peut-être changer un peu le jugement que j'en aurais. Mais pour l'instant, on est très très loin. Moi, je lisais une interview de Remco Evenepoel qui disait déjà son objectif, il ne le cache pas, c'est de performer pour le classement général sur le Giro. Et là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'il y a quand même, je pense, un bon 60 bornes de contre-la-montre. Et que vis-à-vis de Carapaz et de Nibali, notamment les deux favoris sur le papier, ils risquent de leur reprendre beaucoup de temps. Et est-ce que Nibali, le Nibali qu'on connaît, celui qui fait quand même un début de saison un peu moyen, même si c'est difficile de juger sur ces Strade Bianche, où il n'y a que 42 personnes qui ont fini. Il est tombé. Et il est tombé. Il est tombé, j'étais pas sûr. Et pareil, il a fait le triptyque lombard où il a fait une place anecdotique. Richard Carapaz dans un rôle de coéquipier sur le Tour de Burgos aussi, qu'elle est encore loin de ça. Évidemment, je suis d'accord avec toi pour dire que c'est pas maintenant qu'il faut. Le Giro, il est pas maintenant. Le Giro, il est dans 2 mois. C'est surtout que même si le Giro était dans une semaine, je le considérerais pas comme un favori. Ah ouais? Bah non, c'est 3 semaines de course, il l'a jamais fait. Et déjà une semaine, il faut qu'il a gagné une course d'une semaine avant. Mais, par exemple, Pogacar. Pogacar, c'est différent. Il s'était quand même montré sur des courses d'une semaine, même s'il mais pas sur 3 semaines. Non, mais il fait podium et c'est la Volta. Moi, je pense vraiment qu'au vu du profil de ce Giro, au vu de l'adversité qu'il aura, qui ne sera pas énorme, faut le dire aussi, je pense qu'il a une carte à jouer. Il a ce côté manque d'expérience et de lui et de son équipe pour gérer une potentielle victoire sur un grand tour, mais il a aussi de l'autre côté ce profil qui lui est favorable et aussi le fait que certains grands noms n'y participent pas et que finalement il n'y a que entre guillemets Vincenzo Nibali et Richard Carapaz, même si on va peut-être avoir des changements de programme aussi. Peut-être que certains qui auront fait le tour vont doubler. Peut-être que ceux qui auront raté leur Tour de France vont se mettre sur le Giro également. Et tu me parles de Pogacar, Joseph. Pogacar, quand il fait podium de la Volta, on était surpris. C'était pas non plus annoncé qu'il allait faire podium de la Volta. Non, mais bien sûr. Mais comme quoi, malgré le fait que ces jeunes-là fassent leur premier tour de 3 semaines, ils sont capables en fait de performer sur 3 semaines et d'accrocher des places honorables, voire pour moi, c'était déjà une surprise pour Pogacar alors qu'il avait quelques références. Pour Evenepoel qui en a encore moins, ça restera une surprise. Hein. Faudra pas dire c'est normal qu'il fasse un podium. C'est pas du tout ce que je veux dire. Et je veux dire, on a eu un exemple récent. Là, pour Paul, ce serait pas une surprise par exemple. Non, ça le sera de moins en moins. Franchement, tu m'aurais dit ça en début de saison 2020. Je t'aurais dit, non, c'est trop tôt, même si déjà lui, il annonçait qu'il voulait viser quelque chose. Il y a eu ce début de saison intéressant. Il y a eu ce confinement qui a un peu rebattu les cartes. On s'est dit, on va voir comment les jambes répondent. Il y a quelque chose à prendre en compte, c'est qu'en Belgique, ils ont pu s'entraîner davantage normalement que dans beaucoup d'autres pays. Et que c'est peut-être. Il y a pendant aussi le confinement, notamment, il s'est amusé à faire 50 fois le Grammont de suite. Il s'est lancé des petits défis. Il a aussi fait un tour autour de la Belgique et de sa région, des endroits marquants de sa vie, tout simplement. Notamment le centre de formation d'Anderlecht, etc. Il a fait pas mal de petits défis comme ça. Mais pour rejoindre Robin, oui, pour le coup, par rapport à d'autres coureurs. Et on voit aussi Wout van Aert qui gagne au Strade Bianche. C'est peut-être aussi lié
sur le fait que les coureurs belges arrivent plus en forme sur cette reprise que, par exemple, les coureurs français qui ont été confinés. On va passer à une autre partie du débat. On a parlé de son profil sportif. On va parler maintenant de sa personnalité. Qui est-il? Est-ce que oui ou non, il peut véritablement devenir une star, avoir une popularité incroyable? Et on a notamment vu une image au sommet du Picon Blanco. Tom, si tu peux envoyer l'image où il est en train de gagner Remco Evenepoel et il est en train de faire un geste particulier. C'est sa célébration. C'est en gros de s'essuyer l'épaule. Ce geste-là, il a été interprété par une partie des réseaux sociaux comme un geste arrogant. En gros, m'emmerdez pas, il n'y a personne au-dessus de moi, il n'y a personne derrière moi. Je ne sais pas comment vous interprétez ça. Robin, toi, est-ce que tu as compris cette indignation autour de ce geste-là en disant il gagne, mais il m'énerve un peu, je le trouve arrogant? Non, j'ai compris dans le sens où quand je l'ai vu faire ça, je me suis dit forcément il va y en avoir qui vont réagir et qui vont pas aimer. Mais moi, je suis absolument pas d'accord. Laissons-le faire ce qu'il veut. C'est juste un gamin de 20 ans qui est en train de célébrer sa victoire. Voilà, il gagne beaucoup, il va s'habituer aux victoires, mais pour l'instant, c'est encore un truc assez nouveau et exceptionnel pour lui de gagner chez les pros. Laissons-le profiter. Moi, quand je fais une sortie avec des potes, si on fait une pancarte, je peux aussi me marrer et faire comme si je célébrais la victoire au sprint. Donc voilà, c'est la même chose en fait. Il est juste en train de profiter du fait qu'il a gagné. Après, j'ai l'impression que c'est un scepticisme qu'on a souvent avec les jeunes coureurs qui arrivent et qui performent tout de suite. Par exemple, je me rappelle de Peter Sagan il y a une dizaine d'années, un petit peu moins, quand il gagne sur le Tour de France, il faisait ses célébrations, il avait fait Hulk, il avait fait Forrest Gump. Il y en avait eu aussi pour dire ah mais qu'est-ce qu'il fait ce petit jeune qui gagne ses premières étapes sur le Tour, quelle arrogance parce qu'il avait gagné devant Cancellara. Finalement, 8 ans après, Sagan c'est le coureur le plus apprécié du peloton et on adore le fait qu'il soit différent, le fait qu'il se fasse remarquer, qu'il soit original. Donc je pense qu'avec Evenepoel on va s'habituer à ça et moi je trouve ça très clairement positif d'avoir un garçon qui prend pas le cyclisme trop au sérieux. Et puis dans les années 50, les mecs qui gagnaient levaient seulement un seul bras parce que le vélo était trop lourd, la route pas en bon état pour lever les deux. Ensuite, ils se sont mis à lever 2 bras quand ils gagnaient, on n'a rien dit. Donc là, maintenant, s'il a envie de faire une célébration et de faire ça sur son épaule, qu'il le fasse. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve ce débat vraiment ridicule, limite honteux, de s'indigner sur un jeune de 20 ans qui remporte une étape, surtout où il est attendu, dans un contexte quand même particulier. La semaine d'avant, il y a des médias belges qui l'ont titillé avec un jeune dont je ne prononcerai pas le nom parce qu'il est très compliqué à dire, un jeune de 17 ans qu'on appelle déjà le nouveau Remco Evenepoel. Remco Evenepoel, ça l'a vexé, mais c'est aussi un coureur de caractère. Quand on regarde un peu son passé, sa jeunesse, notamment ses débuts au centre de formation d'Anderlecht, le fait qu'on l'a complètement brisé mentalement, il a vraiment un sentiment de revanche énorme, exacerbé au possible. Et je pense que le talent qu'il a, les victoires qu'il arrive à chercher, déjà, elles sont puisées de là. Et puis surtout, quand il gagne, et du coup, il a envie de montrer à tous ces gens qui n'ont jamais cru en lui, que ce soit dans le foot et puis maintenant dans le cyclisme, on commence déjà à parler d'un futur remplaçant qui a à peine 17 ans, d'un de ses futurs remplaçants qui a à peine 17 ans. Il a envie de prouver à tout le monde que c'est lui le coureur d'aujourd'hui, de demain. On le pense, mais déjà d'aujourd'hui, il a envie de prouver à tout le monde que c'est le plus fort. Voilà. Après, si certaines personnes ont un problème avec les coureurs de caractère et un peu arrogants, pourquoi dans le cyclisme, on n'aime pas ça? Pourquoi on n'aime pas ça dans le cyclisme? J'ai l'impression que les célébrations... Moi, je vais te dire pourquoi. Il y avait déjà eu la déclat de Simon Yates avant la Vuelta, qui avait dit voilà, il faudra venir me chercher. Alors pourquoi, Paul, dans le cyclisme, on n'aime pas ça, les coureurs qui mettent un peu de chambrage, un peu de caractère dans le vélo? Pourquoi on n'aime pas ça? Parce que je pense que les gens ont encore le prisme de Lance Armstrong et que quand ils voient un coureur aussi arrogant, ils font directement l'amalgame avec le dopage et aussi l'amalgame avec le côté gargantuesque d'un mec qui ne va rien laisser aux autres. Quand tu vois Remco Evenepoel remporter une victoire sur un profil qui ne lui convient pas forcément et d'assurer, mine de rien, la victoire autour de Burgos, tous les gens se sont dit « Ah ok, on en a gagné pour 5, 6, 10 ans de Remco Evenepoel glouton sur toutes les courses, un peu à la Eddy Merckx finalement. » D'ailleurs, il y a eu des comparaisons genre « Ah mais Eddy Merckx, on l'a jamais vu faire ça. » Mais c'est une autre époque.
Moi, je trouve ce débat vraiment ridicule, comme l'a très bien dit Robin. C'est juste un jeune qui profite, qui a envie de gagner, qui a, pour moi, à mon avis, un énorme sentiment de revanche vis-à-vis de son passé et vis-à-vis de la presse belge qui lui en demande beaucoup, mais d'un autre côté, qui n'hésite pas à les gratiner de temps en temps. Voilà, il ne faut pas oublier qu'il a 20 ans, il ne faut pas oublier qu'il a un talent Même et surtout un s'il fait ça à caractère 30 énorme. ans, moi, je lui jetterai pas la pierre. Hein. C'est pas qu'une question d'âge. Et- À la Philippe, Et par en plus, exemple, c'est pas qu'une question d'âge. Philippe a 28 ans et n'hésite pas à avoir des célébrations. Voilà. Alors qu'il y a 3 ans, il gagnait pas des courses comme il en gagne aujourd'hui et il n'hésite pas à avoir des célébrations un peu sympas. Mais surtout, je pense qu'une partie du public a peur d'un garçon comme Evenepoel parce que vu qu'il vient pas du vélo au départ, qu'il fait du vélo que depuis quelques années, qu'avant il était dans le foot, dans la course à pied, peut-être que certains ont peur qu'un gars comme lui vienne, prenne tout ce qu'il y a à apprendre, gagne toutes les classiques, toutes les courses d'une semaine, peut-être même de 3 semaines, alors que finalement le vélo c'était pas sa passion au départ. Et se dire que le mec qui pourrait rouler sur le cyclisme, c'est quelqu'un qui finalement prend le vélo comme un passe-temps, mais qui est pas forcément passionné. Et je pense que pour certains qui se veulent un peu garants des traditions, ça pique un peu de se dire que celui qui va dominer le sport n'est pas un féru de cyclisme depuis toujours, qu'il n'est pas monté sur un vélo à 5 ans et qu'il fait pas des courses, qu'il n'a pas fait des courses dans toutes les catégories de jeunes. Voilà. Et Evenepoel, c'est un gars qui saute les étapes, qui passe de catégorie en catégorie, mais 2 par 2. Et certains ont un peu peur de ça, mais moi, c'est même pas comme si je disais qu'il est arrogant, mais qu'il faut lui pardonner et qu'il fait ce qu'il veut. Pour moi, je trouve pas qu'il soit arrogant. D'ailleurs, tu as le même avis aujourd'hui que Philippe Gilbert. On a vu la déclat tout à l'heure. Tom, est-ce que tu peux la remettre? Ça s'appelle Evenepoel arrogant. Voilà. Philippe Gilbert, qui est son ancien équipier chez Deceuninck Quick-Step, qui l'a fréquenté notamment en équipe de Belgique aussi. Il disait, voilà, au début, je le trouvais un peu arrogant. Je ne le prenais pas trop au sérieux. Il disait des choses avant la course. Et je pensais, calme-toi un peu, mais quelques heures plus tard, il a tout mis en pratique, c'était impressionnant. En fait, c'est un vrai bon mec, spontané et honnête. C'est vrai que peut-être on gagnerait à attendre pour mieux connaître il a pas dit, Remco Evenepoel. il a pas dit je vais mettre tout le monde à la retraite. Hein. Il est en train de juste de faire son histoire. Et juste une dernière déclat que j'avais notée qui, moi, me allait dans le sens pour dire qu'il n'est pas spécialement arrogant. C'est à la fin de l'année dernière. La saison 2019, on le présentait déjà comme un phénomène. Il avait déjà fait son podium aux mondiaux contre la montre. Il avait déjà gagné la classique à San Sebastian. Donc on en parlait déjà beaucoup. Et lui, il avait dit, je sais que le plus important et le plus difficile, c'est la 2e saison parce que c'est là qu'il faut confirmer. Un mec arrogant aurait pu dire, c'est bon, j'ai regardé déjà tout ce que j'ai gagné. L'année prochaine, moi, je veux gagner le Giro. Voilà, un coureur vraiment arrogant aurait dit ça. Simon Yates, l'année dernière, avant le Giro, il était arrogant. Et je lui avais pardonné parce que je trouvais ça intéressant. Remco Evenepoel, pour moi, il n'est pas arrogant. Ouais, et puis même au-delà du fait qu'il soit peut-être pas arrogant, même s'il l'est, c'est pas grave. C'est pour moi l'un des aspects qui font qu'un champion est ce qu'il est aussi. C'est pour ça que avant les affaires et même après, selon certains, c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui aiment encore Lance Armstrong. C'était pour ce côté tueur, arrogant sur les courses aussi. Il y a des gens que ça répugne, je le comprends, mais il y a des gens qui adorent. Remco Evenepoel, si même il a un peu ce côté arrogant, ce côté sûr de lui, moi ça me dérange pas une seconde. Et une dernière question autour de Remco Evenepoel, c'est son équipe, parce que on rappelle qu'il était dans une équipe américaine, je crois, en formation, à vérifier. Et il a eu plein de propositions et il a expliqué ce moment qui était assez compliqué, mais finalement qui est devenu simple à l'arrivée de Deceuninck Quick-Step, équipe belge. Et il en a parlé, il a dit Sky est arrivé avec une énorme proposition, mais Quick-Step a tout de suite réagi. Je vois cette équipe comme une famille, les coureurs m'ont tout de suite intégré, c'est de cette famille dont je veux faire partie. Alors j'ai envie de vous demander, je pense connaître votre réponse, Romain, mais est-ce que oui ou non, tu vois Deceuninck Quick-Step comme l'équipe parfaite pour lui et pour combien de temps? Oui, je pense qu'au début, c'est Pour parfait. jouer les grands tours. Pour les grands tours, je sais pas, mais chez Quick-Step, on va lui permettre d'apprendre sur tous les terrains. Alors que s'il était allé chez Ineos, Sky, à l'époque, il y aurait eu un risque de se retrouver rapidement cantonné à un rôle d'équipier sur les grands tours, surtout avec un coureur comme Egan Bernal. Il y aurait sûrement eu une tentation, s'il devenait très fort en montagne, de l'associer à Bernal pour avoir un duo imbattable, mais avec forcément l'un qui travaille pour l'autre. Et je pense que chez Quick-Step, il va pouvoir
se développer plus facilement parce qu'il a moins de concurrence tout simplement pour jouer les grands tours. Alors après, il en aura d'autres. Par exemple, il va avoir Julien Lafilippe sur les Ardennaises. Si l'année prochaine, il se met en tête de gagner Liège, bon, bah, il va devoir faire avec la présence d'Alaphilippe. Mais voilà, on ne sait tellement pas aujourd'hui vers quel type de terrain il va se diriger que c'est difficile de lui suggérer d'aller dans une équipe aussi spécialisée que Sky ou Ineos qui allait forcément lui donner uniquement un angle de vue. Voilà. Est-ce qu'il va beaucoup gagner? Ça, je ne sais pas. En tout cas, je comprends que c'est la première fois que je pense que Patrick Lefebvre est aussi enthousiaste avec un jeune coureur. Ça doit nous donner une idée un peu de son potentiel. Après, est-ce que Lefebvre va faire les efforts financiers sur la durée pour le garder? On sait qu'il a laissé partir beaucoup de coureurs pour ces raisons, que ce soit Kittel, Gaviria, il y en avait eu d'autres avant. Donc voilà, le seul pour qui il n'a jamais lâché, c'est Tom Bonnen. Est-ce que Remco Evenepoel aura le droit à ce même traitement? Peut-être que oui, parce qu'il est belge et que ce sera important pour l'équipe de Koenig Quick-Step. Et une dernière chose, si on dit que Remco Evenepoel va tout gagner pendant 10 ans, il y a quand même des coureurs très jeunes qui sont aussi très très forts. On parle de Bernal et Pogacar notamment. Bah, sur les grands tours, si Remco Evenepoel il veut y aller, il faudra battre ces deux-là et c'est pas non plus gagné. Ouais, et puis tu vois, juste une petite parenthèse sur le caractère de Remco Evenepoel. On le compare aussi du coup à Egan Bernal. Faut pas oublier que Egan Bernal, qu'on fait passer pour un gentil, c'est quand même lui qui en début de saison a dit: vous faites ce que vous voulez les gars chez Ineos, mais moi sur le Tour de France j'irai en favori. Il parle quand même à Geraint Thomas en face de lui, à Richard Carapaz, vainqueur du Giro, et à Chris Froome, quintuple vainqueur. Effectivement, beaucoup disent que Bernal, moi c'est ce que j'ai lu, j'étais assez étonné, c'est que Bernal a le charisme d'une huître. C'est juste que Bernal a peut-être une humilité qui est assez claire sur certaines déclats pendant le Tour de France, mais il a son caractère. Comme tous les Colombiens. C'est chez Sky, c'est plus. C'est glissé, mais en interne, ça discute. Et puis pour revenir sur la de Koenig Quick-Step et sur la place de Remco Evenepoel, qui était ta question de base, Joseph. Exactement. Il y a des signaux assez positifs pour les grands tours, pour la Quick-Step. Quand tu vois Remco Evenepoel, tu as Joao Almeida qui pousse aussi, qui s'affirme comme être un excellent grimpeur. Tu as Julien Lafilippe qui sur des grands tours, si justement sur les années qui viennent, se décide vraiment à ne pas se concentrer sur le classement général, pourra donner des coups de main. James Knox aussi. Puis après, tu as tout le savoir-faire Quick-Step, tout ce qui est tout le vallon, les bordures, la science de la course. À partir là où je trouvais la Quick-Step assez faible, notamment on en a parlé avec Alaphilippe l'année dernière, on a parlé aussi avec Enric Mas 2 ans avant sur la Vuelta, on se disait mais cette équipe n'est pas assez armée pour la haute montagne. Cette équipe est en train de construire des choses et commence à avoir des coureurs pour aider, en tout cas, un leader en haute montagne, en plus de la science de la course parfaite qu'ils ont sur tout ce qui est plat et autres difficultés qui ne concernent pas la montagne. Donc je pense que si Remco veut viser la victoire sur un grand tour, je pense qu'ils peuvent construire quelque chose de beau avec une équipe Quick-Step. Après, il faut prendre en compte aussi qu'il y a l'équipe Ineos qui s'est formée avec cette stratégie de faire le train en montagne et d'avoir une véritable armada. L'équipe Jumbo qui a à peu près copié cette stratégie. Tu feras le train, mais de l'autre côté. Voilà, mais du coup, on va le voir sur ce Tour de France. Franchement, en tant qu'équipe Jumbo-Visma, à quoi ça sert d'avoir autant d'équipiers? De toute façon, Sky va faire Ineos va faire le train. Ou alors, dans l'autre sens, ça marche aussi. Pourquoi Ineos s'embête? De toute façon, Jumbo va le faire. Donc, en tant que Quick-Step aujourd'hui, pourquoi tu vas t'embêter à monter une équipe similaire? Parce que de toute façon, il ne peut pas y avoir 3 équipes qui font le train en montagne. Si Remco Evenepoel, c'est un rouleur-grimpeur, il va être très content quand Ineos et Jumbo-Visma feront le train. Et il va juste se mettre dans les roues. Il se mettra dans la roue de Bernal ou de Dumoulin, de Roglic, j'en sais rien. Mais il n'y a pas besoin d'avoir 4 équipiers en montagne, ils ne serviront à rien. Il faut juste être le plus fort. On en parlera tout à l'heure pour la route d'Occitanie, avec des gens qui sont déjà inquiétés du train de la Sky. On en parlera même maintenant, j'ai l'impression. On en parle tout de suite parce qu'il y a effectivement des courses cette semaine. Autres, il y a eu notamment les Strade Bianche et la route d'Occitanie. Et c'est l'objet de notre focus. C'est parti. On démarre le focus avec le débrief des Strade Bianche, victoire de Wout van Aert devant Davide Formolo et Maximilian Schachmann. J'ai un premier tableau à vous montrer où d'abord effectivement la photo de Wout van Aert sur ces Strade Bianche. Il y a eu énormément de poussière, il y a eu une course qui s'est déroulée sous une chaleur totalement accablante. On a vu uniquement la dernière heure sur l'équipe, mais on s'est rendu compte de l'effort que faisaient les gars. C'était une course assez particulière. J'ai un premier tableau à vous montrer. C'est l'écart entre le premier et le 10e qui était l'année dernière en 2019 et en 2020. Alors l'année dernière, Alaphilippe vainqueur
Il y a eu 1 minute 21 d'écart avec Wellens qui était 10e. Cette année, il y a 7,45 d'écart entre Van Aert et Diego Rosa, l'Italien d'Arkea Samsic. Paul, qu'est-ce que t'inspire un tableau pareil? Est-ce que ça veut dire ou non que la course était particulièrement difficile cette année? Ah bah oui, je pense que c'est une question assez simple. La course n'était pas difficile, elle a été terrible. Déjà que l'Estrade Bianche, c'est compliqué. On se demandait quel était le pire entre la boue sur un terrain humide et la chaleur sur un terrain sec. Et ben quand on voit qu'il y a 42 personnes, seulement 42 personnes, 42 cyclistes qui finissent la course, tu dis que finalement, bah ouais, c'était peut-être l'une des éditions les plus dures de l'histoire d'une course qui est quand même assez jeune. J'ai pas souvenir sur l'Estrade Bianche d'avoir vu une course aussi éprouvante que pour les organismes. Je prends l'exemple de Jakob Fuglsang qui avait l'air d'être le meilleur à 50 km de l'arrivée, qui a eu un coup de chaud terrible et qui a explosé à la fin. C'était une course dantesque et qui a récompensé du coup un vainqueur magnifique qui est Wout van Aert. Ça a été à la hauteur de tes attentes, toi aussi, Ouais, Stradé? on a eu des rebondissements. Paul en parle. Fuglsang qui à un moment paraissait peut-être pas filer vers la victoire, mais il semblait en bonne position. Et finalement, à l'arrivée, c'est un autre. Et Wout van Aert aussi, à un moment qu'on a vu en difficulté dans le groupe de chasse derrière Fuglsang. À un moment, moi, j'ai cru que c'était la fin pour Van Aert, qu'il allait craquer, lâcher et qu'on ne le reverrait plus. Finalement, il s'est accroché, il s'est refait un peu une santé. Et derrière, c'est lui qui attaque et qui va s'imposer. Donc, ouais, c'était une course pleine de rebondissements due aux conditions. Après, il y a deux choses. Je pense qu'il y a la chaleur qui a joué, c'est sûr. Et il y a aussi le fait que tout le monde arrive dans des formes un peu différentes. Et que certains, sans doute, n'étaient pas prêts pour une course aussi dure que l'Estrade Bianche. Donc dans des conditions normales, disons, ils auraient sûrement terminé, loin, mais ils auraient terminé. Mais dans ces conditions-là, ils se retrouvent à devoir abandonner. Et puis les autres qui terminent, malgré tout, terminent dans la difficulté. C'est pour ça qu'ils terminent aussi loin du vainqueur. On va voir une déclat de Wout van Aert à l'arrivée qui dit quand tu termines 2 fois 3e de suite, forcément tu es confiant. Il n'y avait pas vraiment un gars qui m'effrayait pour la dernière difficulté. J'ai remarqué ces dernières années que l'attaquant n'est jamais favorisé. C'est vrai, Paul, que ces dernières années, comment? Jamais défavorisé. N'est jamais défavorisé, oui, pardon. Effectivement, ça change quelque chose. C'est vrai, Paul, que ces dernières années, l'homme qui paraissait le plus fort avant la dernière montée gagnait à la fin et que Wout van Aert a utilisé un peu ces expériences-là. Et d'ailleurs, il ne les a pas vécues comme des véritables échecs, on le ressent. On l'a vu, on le voit notamment avec les coureurs qui arrivent en solitaire. On l'avait vu avec Kwiatkowski, on l'avait vu avec Benoît. L'année dernière, la Philippe arrive avec Fuglsang. Mais c'est des coureurs qui avaient déjà fait la différence avant. L'année dernière, Wout van Aert revient un peu sur le tard avant la dernière montée. Mais il a raison. Et là où il a été très malin, c'est qu'il a été tactiquement parfait pendant les 70 derniers kilomètres. Par rapport à un Fuglsang qui s'est vu pousser des ailes et qui a attaqué très tôt, qui a sous-estimé du coup la chaleur, on peut le dire. Par rapport à un Bettiol qui en a fait énormément pour essayer de rouler derrière ceux qui attaquaient, etc. Notamment, je veux dire, Wout van Aert a été parfait tactiquement, mais à l'image d'un Formolo aussi, qui finit deuxième, qui a été parfait, qui n'a pas mis trop de coups de pédale. Comme l'a dit Robin, je pense qu'on ne savait pas trop dans quel état de forme arrivaient les coureurs, et je pense que les coureurs eux-mêmes ne savaient pas trop dans quel état de forme ils étaient. Et là où la force qu'a eu Wout van Aert, et Formolo d'ailleurs, c'est de ne pas s'être grisé, et de ne pas avoir tenté de suivre Fuglsang, ne pas avoir tenté de suivre Bettiol. Quand ces deux-là, on en fait beaucoup en tête de course. Et voilà, finalement, ceux qui récupèrent les pots cassés, qui vont chercher les belles places à l'arrivée. Donc je pense que le mot d'ordre dans cette course, c'était d'être intelligent, d'être patient et de surtout ne pas se griser comme l'ont pu faire d'autres de leurs adversaires. On l'a vu quand la photo tout à l'heure sur l'Estrade Bianche 2018, il était chez Willems-Véranda et dans la dernière montée vers Sienne, d'Ancienne, il était carrément tombé au bout de l'effort, il était éprouvé physiquement et on le voit sur ces Estrade Bianche 2020. Il y a eu une terrible chute aussi sur le Tour de France 2019 dans le contre-la-montre de Pau. Mentalement, Wout van Aert est une bête. Robin. Ouais, ça fait très longtemps qu'il est pas très longtemps qu'il est sur la route, mais très longtemps qu'il est habitué à gagner finalement avec le cyclocross où il a été multiple champion du monde. Et je pense que c'est un très très grand champion qu'on est en train. Alors pour ceux qui regardent que le vélo sur route, qui sont en train de le découvrir encore parce que ça fait seulement une saison et demie qu'il est chez Jumbo-Visma, donc dans une grosse équipe et qui gagne des grosses courses. Mais en fait, ça fait des années qu'il est un des plus gros champions que possède la Belgique. Donc lui, mentalement, je pense que dès le moment où il a eu cette grosse chute sur le Tour de France, dès le moment où il a compris qu'il pourrait revenir, juste qu'il lui faudrait beaucoup de temps,
il s'était mis en tête de revenir le plus fort possible. Et on avait compris dès le début de saison, alors qu'on voit l'image horrible de sa chute, heureusement qu'on voit pas Il avait tout. perdu énormément de sang. Ils avaient Ouais. été obligés de prendre les bâches publicitaires pour le couvrir. Ouais, et puis c'était très effrayant. Et je pense qu'on avait été rassurés déjà en début de saison quand il avait terminé 11e du Het Nieuwsblad. C'était son seul jour de course avant les Strade Bianche. Et puis on avait compris ce jour-là qu'il était de retour. On ne savait pas à quel niveau il pourrait être sur l'ensemble de la saison, mais que la chute était derrière lui. Et puis on a vu que sur les Strade Bianche, il était très très fort. Il va être forcément un favori pour les prochaines courses d'un jour. Et puis l'enseignement à tirer, je pense qu'il l'a très bien fait lui-même, c'est qu'il a compris que sur les Strade Bianche, dans les 15-20 derniers kilomètres, on ne reprenait pas l'échappée. Ouais. Et que donc il fallait prendre des risques et que ça payait. On va faire en enfilade, les gars, les 3 dernières infos, parce qu'après, on n'aura pas le temps de tout faire. La première photo, c'est celle de Davide Formolo et de Max Schachmann. On va les voir tous les deux, deuxième et troisième de cette édition-là. Davide Formolo qui arrive chez Team UAE et qui confirme. Max Schachmann aussi, qui fait une très belle course. La deuxième information, c'est sur Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe qui a quand même crevé 6 fois. C'est une information. Et changer de vélo 2 ou 3 fois. Ah, ça, je ne savais pas. Voilà, il a changé de vélo en plus. Il finit 24e à 15 minutes. Et un mot aussi sur Mathieu Van Der Poel, donc la dernière photo, Tom. Voilà, Mathieu Van Der Poel qui, lui, a crevé avant la montée Sainte-Marie. Il n'a jamais pu revenir et il finit 15e à 10 minutes. Polo, si tu devais réagir sur ces 3 infos-là, laquelle tu choisirais? Sur Julien Alaphilippe, quand on le voit, on le voit sur 2 plans hein, pendant la maigre retransmission de la chaîne L'Équipe. On le voit quand Fuglsang attaque et qu'il est lâché. Et là, j'entends les commentateurs dire ah oui, oh là là, c'est coup de chaud, ça, machin. Mais j'ai l'impression quand même. Et j'avais pas la fois à ce moment-là, ça se voyait qu'il était complètement à plat, qu'il pédalait dans la semoule et que son vélo avait crevé tout simplement. Et quand j'ai appris via le tweet de Marion Rousse qu'il avait crevé 6 fois, ça m'étonnait pas parce que évidemment après, je pense qu'il a eu du mal, il a eu aussi un coup de chaud. Mais je pense que le moment où ça se décante, moi j'ai quand même l'impression que Julien Alaphilippe avait crevé. Après Van Der Poel aussi visiblement, mais voilà, c'est aussi ça fait partie de la course, un peu comme sur un Paris-Roubaix, c'est le jeu. Alaphilippe est passé entre les gouttes l'année dernière. Cette fois-ci, il est repris de manière assez violente par la patrouille de la terre blanche, de la terre blanche. Donc voilà, j'ai envie de te dire, c'est la vie. Du coup, le problème, c'est que ça nous donne très peu d'indications sur son état de forme. On en avait pas mal parlé la semaine dernière. Il a dit qu'il était plutôt pas mal. S'il a crevé 6 fois et qu'il finit quand même la course à une quinzaine de minutes, sachant qu'il a dû quand même lever le pied un peu à la fin, oui, je pense qu'il était quand même plutôt pas mal, sachant qu'il avait attaqué avant le début de la retransmission. Il avait tenté une attaque avec Van Der Poel. Donc je pense qu'à ce niveau-là, pas de conclusion à en tirer, mais que c'est plus rassurant que ce qu'on pouvait imaginer. Un mot de Van Der Poel de ton côté, Robin? Oui, comme Alaphilippe, il a été assez malchanceux, mais je pense qu'on va les revoir très rapidement, notamment sur Milan-San Remo à la fin de la semaine, et que ça va nous donner un peu plus d'indications. Mais il y a moins de risques de crevaison et de malchance sur Milan-San Remo que sur les Strade Bianche. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire pour les deux. Voilà, on le voit à l'image, Mathieu Van Der Poel qui, on le rappelle, a terminé 15e à 10 minutes. Voilà, on a terminé avec ce focus des Strade Bianche. On va rester, les gars, sur le focus. On va rester, Thomas, sur le focus parce qu'on va parler du Tour d'Occitanie. La route avec d'Occitanie. la route d'Occitanie, merci Ah oui. Polo. La 3e étape a eu lieu hier. C'était l'étape Rennes qui allait vers le col de Beyred, qui a été gagnée par Egan Bernal du Team Ineos. Ça a été une démonstration du Team Ineos avec Pavel Sivakov qui a terminé à 10 secondes et Alexander Vlasov, le jeune coureur d'Astana qui a terminé à 17 secondes. On le voit, Thibaut Pinot qui monte le bout de son nez et qui a terminé à 31 secondes. Paul, déjà, démonstration du Team Ineos pour commencer. Ouais, Team Ineos monstrueuse, le train a été terrible, mais quand dans ton train, tu as Castroviero qui a fait tout le plat, le replat au milieu de l'ascension, que dès que ça commence à prendre du pourcentage, tu envoies Christopher Froome, qu'ensuite tu as Tao Geoghegan-Hart et Pavel Sivakov, c'est monstrueux. Les 3 grimpeurs que j'ai cités, donc Froome, Geoghegan-Hart et Sivakov, ont été monstrueux. Sivakov qui fait le train sur 1 kilomètre, je pense, à la fin, avant de lancer Egan Bernal, et qui arrive à garder sa 2e place face à Vlasov et Thibaut Pinot, c'est monstrueux. Le Team Ineos a marqué un grand coup.
notamment en termes d'organisation et en termes de forme physique. Egan Bernal, n'en parlons pas, mais ça, c'est pas surprenant. Quand on a vu un peu les sorties qui s'est faites chez lui en Colombie pendant le confinement, on savait qu'il sera en forme. On savait qu'il sera en forme tout de suite. D'ailleurs, on a une déclat, il me semble, où il dit que, justement, bravo les gars, félicitations. Ah, ils s'y connaissent en vélo, les deux. Hein. Le fait que j'ai réussi à montrer que nous avions un avantage me rend très heureux en vue du Tour de France. Il le résume très bien, finalement, ce que je viens de dire. Je n'aurais pas trop de stress avant, je suis en bonne condition et il faut que j'en garde un peu dans les jambes pour le Tour. Ça fait flipper quand on lit ce genre de déclaration. Mais après au-delà de ça, je suis très rassuré par Thibaut Pinot. Je sais pas, je vais arrêter de parler parce que je fais un bon petit tunnel, mais je suis rassuré par Thibaut Pinot et je pense que Robin aura mille autres choses à dire à ce sujet-là. Vas-y, commence par dire une première chose avant 1000 choses. Parce que, non, je pense que c'est 2 des 4-5 gros favoris du Tour de France, Egan Bernal et Thibaut Pinot. Et donc de voir que les deux sont au niveau sur cette route d'Occitanie avec Bernal un petit cran au-dessus pour le moment, mais rien d'inquiétant pour Pinot. Ça nous laisse imaginer le duel qu'on a envie tous de voir sur les routes du Tour parce que c'est ce qu'on aurait voulu voir sur les derniers jours l'année dernière du Tour de France et qu'on n'a pas eu et qu'on espère vraiment cette année. Ouais, c'est ce qu'il dit Thibaut Pinot. Il dit voilà, qu'il est rassuré de son côté, la condition est bonne, mais pas au top. Je vais encore progresser jusqu'au Tour. L'important est de ne pas être à 100% ici. Il a raison. Et juste pour finir sur Thibaut Pinot, on l'a vu quand même assez en retrait sur les courses de préparation au Tour de France ces dernières années. Là, il est quand même très proche du top niveau qui est Egan Bernal, qui est le grandissime favori pour le prochain Tour. Le Tour n'est que dans 3 semaines. Le Tour n'est que dans 3 semaines. Donc il a largement le temps. Il sait où il en est. Ça lui a donné confiance vis-à-vis des adversaires qui sont devant lui et surtout des adversaires qu'il a mis derrière lui. Je pense notamment à Richie Porte, à Romain Bardet, à Mollema par exemple, à Miguel Ángel Lopez qui a pris un tir aussi. C'est rassurant. Voilà, il l'a très bien dit lui-même, c'est rassurant pour Thibaut Pinot. Voilà, et comme promis, on avait demandé le prono de cette étape-là sur la route d'Occitanie et on avait demandé qui la gagnerait. Alors, on avait dit qu'on ferait une mention de ceux qui avaient parlé de Bernal. Alors, je les avais notés, je ne trouve pas, je suis obligé. Bah non, il y en a pas tant que ça en fait qui avait mis Bernal. Il y a Nidi Six qui avait dit Bernal. Donc doublé pour lui, général aussi, ça va être confirmé ou non plus tard. On a chasseur de seum apprenti, voilà, j'aime beaucoup, qui avait dit Bernal aussi, Sergio qui avait dit Bernal. On en a pas tant que ça, il y en avait beaucoup qui avaient tenté. Bah, évidemment, il faut tenter sur ce genre de prono. Egan Bernal sur Porte, bah, voilà, qui avait dit Bernal. Gestas aussi avait dit Bernal. Rémi Baroche avait dit Bernal. Voilà, Rémi qui est toujours là aussi sous les tweets. On te passe un coucou, Rémi. Voilà, on a terminé avec ce focus, les gars. On va passer au bonif. Et c'est des bonus de bonif XXL aujourd'hui. C'est parti. Bonif XXL pour course XXL parce qu'on va parler de Milan-San Remo. Milan-San Remo qui d'habitude est une course longue, dure. Elle va être encore plus longue et encore plus dure. Sans doute, enfin plus dure, ça on ne sait jamais. Mais on va voir d'abord le parcours, ce qui change. Un nouveau parcours de 299 km au lieu de 291 km. Alors ça part toujours de Milan, ça arrive toujours à San Remo. Mais il y a quelques petites modifications parce qu'en raison du coronavirus... Ça c'est l'ancien. Ça c'est l'ancien, ouais. Ah, Ah oui, effectivement, c'est l'ancien. Bon, bah écoutez, je me suis trompé, mais ça ne change pas énormément en termes d'image. En tout cas, voilà, ça ne change pas grand-chose. Juste pour vous dire voilà, que les coureurs ne passeront pas par le Passo del Turchino, par les 3 capis, le Capo Servo, le Capo Mele, le Capo Berta, qui sont des petites montées. Voilà, ils seront remplacés par la longue montée du Niela Bebo qui fait 20 km et du Colle di Nava, désolé pour mon italien, c'est une ascension de 5 km. Déjà, est-ce que tu penses que ça va changer quelque chose en termes de profil polo ou voilà, on ne connaît pas trop? Qu'est-ce que tu en penses? Non, sauf si on imagine une attaque de grande envergure dans le Colle di Nava, mais les favoris n'ont aucune raison de se découvrir de si loin. Si je regarde bien le profil, il est à plus de 70 km de l'arrivée, le sommet. Donc ce qui change, c'est qu'il y a un peu plus de excellent. Merci les gars. Bravo les gars. Bravo, merci beaucoup. Voilà, donc tu vois,
le collet d'Inava est quand même loin de l'arrivée. Déjà qu'on sait qu'il ne se passe rien dans la Cipressa depuis maintenant plusieurs années, c'est difficile d'imaginer une course de mouvement avant. Donc pour moi, ça ne changera pas grand-chose. On rajoute quand même 8 km de plus au total, ça fait presque 300 bornes. Ça pourrait peut-être jouer, notamment sur des Marco Van Der Poel, n'importe quoi, sur des Mathieu Van Der Poel ou des Wout Van Aert qui n'ont pas forcément l'habitude de faire des efforts aussi longs. Mais moi, je pense que ça ne changera rien dans l'ensemble. En termes de scénario. Même pas la descente, Polo, par exemple, parce qu'on voit qu'il y a une descente qui est un peu plus... C'est trop loin, c'est trop loin. Personne ne va se risquer à cet endroit-là, ou alors des coureurs vraiment des seconds couteaux qui ne sont pas considérés comme des favoris et qui savent qu'ils ne peuvent rien faire dans le Poggio, parce que sinon, je pense que comme d'habitude, ça va se jouer dans le Poggio. Et je ne suis pas d'accord avec toi, Polo, sur Van Der Poel et Van Aert, qui, oui, sont pas forcément habitués à faire 300 km. Je dis pas que ça va les défavoriser, mais je dis qu'ils sont pas habitués. Mais parce que connaissant les phénomènes, ça roule sur Milan-San Remo. C'est pas que ça roule tranquille, mais c'est que les 230 premiers kilomètres, bon, c'est pas non plus très très intense normalement, et que ensuite ça devient très très sérieux sur la dernière heure de course, et que Van Der Poel et Van Aert, en spécialiste du cyclocross, ils sont habitués à avoir tellement d'intensité sur une heure que justement, eux, à partir du moment où on va approcher la Cipressa et le Poggio, peu importe le rythme où ça va, ils vont pouvoir tenir. Et donc, pour moi, ce sera les deux gros à surveiller, notamment dans le Poggio. Ouais, Milan-San Remo qui sera diffusé à 14h30. Et voilà, si on était frustré de la retransmission des Strade Bianche, qui, on le rappelle, n'est pas du tout du fait de la chaîne L'Équipe. Hein. C'est RCS qui n'a plus les moyens de diffuser en clair intégralement, donc il ne fait que une heure de direct. Ils ont les moyens, ils ont une tranche de diffusion. Juste, ils la split avec la course féminine, qui ça est un autre débat, mais qui pour ma part est un peu dommage. Oui, c'est vrai. Mais pour revenir en tout cas, c'est une belle exposition. Et notamment, on a vu Annemiek van Vleuten qui est la tête de gondole du cyclisme féminin, qui est exceptionnelle tout simplement pour ceux qui ont regardé. C'est vrai que c'était une très très belle course, mais c'est pas le problème de voir du cyclisme féminin, c'est plus que l'un empêche de voir l'autre. Voilà, c'est plus. C'est ça, ce qui est dommage, mais ce qui est compréhensible au niveau avec la conjoncture actuelle et les baisses de budget. Il y a eu un deuxième changement. Il y a eu un nouveau parcours, Polo, mais il y a aussi un changement, et c'est ça surtout qui a fait polémique, c'est que les équipes n'auront plus que 6 coureurs pour favoriser l'intégration de 2 équipes italiennes, et ça notamment du côté de Cédric Vasseur. Ça a fait polémique. Ouais, on va prendre la déclaration. Oser toucher un monument en diminuant le nombre de coureurs par équipe, c'est un manque de respect envers le cyclisme et son histoire. C'est considérer que le cyclisme n'est pas un sport d'équipe. Le Feu Vert a dit quelque chose de similaire aussi. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, on va prendre les deux d'un coup. Voilà, le passage à 6 coureurs. Donc Jumbo-Visma, De Koninck, Quick-Step. Donc Richard Ploug qui a dit c'est une décision irresponsable et ridicule. Le fait que cette demande soit accordée est incompréhensible, et le fait vert a dit c'est une décision unilatérale, égoïste, qui ne convient qu'aux équipes italiennes. On a le prisme des équipes World Tour, des mastodontes du World Tour. Est-ce qu'on a le prisme des petites équipes italiennes qui sont invitées, qui eux jouent leur survie en fait avec de la visibilité sur un monument comme Milan-San Remo? Voilà, est-ce qu'on n'est pas dans une situation actuelle mondiale où on peut peut-être se permettre d'aider des équipes quand même beaucoup plus en difficulté? Alors après, je ne connais pas les tenants et les aboutissants de toute l'histoire, mais je pense que si on fait ça, c'est qu'il y a des équipes italiennes qui ont tiré la sonnette d'alarme et qui ont dit si on n'est pas visible sur Milan-San Remo, nos sponsors vont nous claquer entre les doigts. Voilà, je pense que même si au niveau des objectifs personnels des uns et des autres, notamment des équipes World Tour qui ont des objectifs à atteindre, c'est un peu chiant d'avoir à faire ce genre de cut dans son équipe. Mais il faut aussi penser à des gens, même pas que des coureurs, mais aussi des staffs et des équipes, des microcosmes qui sont dépendants en fait de cette participation à Milan-San Remo. Donc je pense qu'il ne faut pas seulement voir sur le prisme des équipes UCI World Tour, et aussi se demander si la survie n'est pas en jeu pour ces petites équipes italiennes qui demandent à être présentes sur la Milan-San Remo. C'est Androni et Bardiani, les 2 équipes italiennes. Est-ce que tu penses comme Polo qu'il faut avoir un regard plus général? Bien sûr, surtout si c'est pour une année, pour une édition, tout le monde va s'en remettre dans Milan-San Remo avec 6 coureurs. Et puis Quick-Step et Jumbo, ils sont bien marrants, mais tout le monde est à 6. C'est pas comme s'il y avait des équipes à 8 et qu'eux, ils étaient cantonnés à seulement 6 coureurs. Donc finalement, ça va pas changer grand-chose. Ils auront Alaphilippe, ils auront qui ils veulent sur Milan-San Remo. Et non, puis, mais par contre, c'est une situation qui
qui désavantage peut-être un peu plus les équipes de sprinters comme la Cofidis pour Cédric Vasseur, qui envoie notamment Viviani. D'ailleurs, on va regarder le plateau des favoris qu'on a un peu plus loin, le plateau des favoris à San Remo, avec 4 vainqueurs sortants. Desmar qui avait gagné en 2007, Kwiatkowski, je l'ai dit de manière catastrophique, Kwiatkowski en 2017, Nibali en 2018, Alaphilippe en 2019, on aura Sagan, on aura Viviani, voilà le sprinter de la Cofidis, Bouhanni qui sera là pour Arkea, Philippe Gilbert, voilà, oui ou non pour gagner San Remo. Tu vois, les déclats qu'on a vus des managers qui se plaignent, c'est Jumbo Visma qui va jouer pour Van Aert et Quickstep qui va jouer pour Alaphilippe, donc c'est pas les sprinters en plus. Donc à la limite, c'est pour ça que je pense que c'est plus compréhensible pour les équipes de sprinters que pour les équipes comme Jumbo Visma. Ouais, mais après du coup ça veut dire que Vasseur il dit que c'est un manque de respect pour le cyclisme alors qu'en fait il pense juste à lui et Viviani. Je sais pas, moi je trouve qu'en tout cas tout le monde va s'en remettre et qu'il y en a peut-être pas tant défavorisé que ça. Si Viviani ça fait des années qu'il passe pas le podium avec les meilleurs, donc bon, il y a des chances que ça arrive pas non plus cette année et ça changera pas grand-chose. Et puis de manière plus globale, quand on voit les coureurs qui se présentent au départ, on imagine mal, encore une fois, sur la Via Roma, arriver sur un sprint massif. Je ne vois pas comment des mecs comme Alaphilippe, comme Kwiatkowski, comme Nibali, comme même Van Aert et Van Der Poel prendraient le risque. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de sprint. Voilà, ça prendrait massif. Le risque d'aller de se Quelle battre équipe de sprinters en fait peut véritablement contrôler la course? Les grosses équipes qui peuvent contrôler sont des équipes, comme l'a dit Robin, qui vont vouloir jouer un petit groupe qui va se faire la malle dans le Poggio. Donc non, moi franchement je mets ma main à couper pour ne pas dire autre chose que ça n'arrivera pas du tout, qu'il n'y aura pas de sprint massif, tu vois. Non mais tu vois, quand je vois du Viviani, ça peut servir. Tu vois Viviani, Gaviria, Ewan, Matthews. À la limite, Matthews, s'il est dans un bon jour, peut-être passer. Mais j'imagine pas du tout une arrivée en sprint massif. Il y a 4-5 équipes qui vont y aller avec un sprinter notamment. Mais j'imagine vraiment le scénario. J'imagine Sagan, Van Der Poel, Alaphilippe, Kwiatkowski et Van Aert qui essayent de faire péter, ça pètera. Hein. C'est ça, clairement. Je suis complètement d'accord. Voilà, c'est un scénario l'année dernière, un groupe à 7-8. Est-ce que tu as donné ton pronostic finalement? Ouais, j'ai donné mon pronostic. Magnifique, je vais le découvrir, Polo. J'aime bien moi découvrir des choses. Voilà, regarde, on peut y aller pour les pronos. Oh non. Pourquoi non? T'as copié sur moi? J'ai copié sur moi, non. J'ai mon prono. Je me suis dit, est-ce que je change? Parce que j'ai vu que tu avais mis ça. J'en ai parlé avec Tom en régie. Lui, il me disait, prends quand même Wout van Aert, il a des chances de gagner. Donc j'ai suivi Tom en régie. Mais il y a beaucoup de raisons pour lesquelles. Vous avez choisi tous les deux l'homme en forme en tout cas. C'est ça, il y a beaucoup de raisons. Il vient de gagner. On sent que c'est quand même l'un des plus en forme pour ce genre d'arrivée qui, mine de rien, au niveau des adversaires et au niveau de la course, même s'il n'y a pas les chemins de terre qui se ressemblent plus ou moins. Wout van Aert va passer le Poggio sans problème. Wout van Aert a une très bonne pointe de vitesse. Et Wout van Aert et des autres, enfin en tout cas du plateau, semble être le coureur le plus en forme. Donc comme Robin visiblement, je pense que c'était le choix facile pour marquer des points. Alors du coup, pour vous... Je vais pas mentir, j'ai pas d'autres arguments. Les gars, je vais essayer de vous départager quand même. Je vais vous demander aussi un homme qui terminera deuxième. Comme ça, si vous avez un point tous les deux, c'est pas drôle. Je vais vous demander un homme qui terminera deuxième. Si Van Aert gagne, si c'est Kwiatkowski et que vous mettez Kwiatkowski deuxième, ça marche pas. J'hésitais entre Van Aert et Van Der Poel, moi. Ok, bon. J'imagine que Robin aussi. Non, c'est vrai. Oui. Alors en troisième, c'est Van Der Poel. Non, moi je mets pas Alaphilippe en troisième. Non, mais qui on se retrouve à pronostiquer un podium. Tu as la liste. Ouais, mais j'ai la tête. C'est quoi? Je vais mettre Gilbert pour l'histoire. Gilbert. J'y crois pas une seconde, mais bon, pour changer. Pardon. Merci pour les connaisseurs. Mais restons sur Van Aert tous les deux. Si Van Aert gagne, on mettra des points. Mais par contre, si d'autres gagnent, on met pas de points. On va pas faire des deuxièmes steps et troisième steps. Polo, c'est rigolo. Moi, t'inquiète pas. Mais non, attends, moi, si Van Aert gagne et que tu veux pas me mettre 2 points parce qu'il a trouvé le 8e. Oui, non, mais parce que vous avez les deux. Ça va vous départager, les gars. Vous inquiétez pas. Du coup, Joseph, Kwiatkowski, tu crois? Et Kwiatkowski, écoute, c'est un homme en forme qui a la connaissance du parcours. Donc, je vois bien Kwiatkowski prendre un beau doublé. Tu crois en Kwiatkowski en 2020, toi, Joseph? Non, c'est moi qui l'ai mis sur la c'est toi qui l'as mis. Moi, j'avais mis Van Der Poel. Tu sais qu'à un moment, j'y ai cru. Quand je l'ai vu dans le petit groupe là devant. D'ailleurs, on peut regarder les résultats des pronos des Strade Bianche pour continuer dans ce thème-là des pronostics. Les pronos qu'on avait mis pour les Strade Bianche. Polo, tu avais mis Tige Benoît, qui a terminé à la belle place d'abandon. Abandonné par sa machine, Tige Benoît. Voilà, qui avait gagné, on rappelle, les Strade Bianche. Romain, tu avais choisi
Kwiatkowski qui a terminé 2e et j'ai choisi Van Der Poel qui a terminé 15e. Et comme je suis beau joueur et que je veux que des gens aient des points, on a décidé de mettre un point pour commencer à Robin parce que Kwiatkowski a pris le même classement, a pris le meilleur classement de nos 3 pronostics. Ce sera la règle. Hein. Si personne n'a le bon résultat, ce sera un point à celui qui a le meilleur classement. Et si quelqu'un a le bon résultat, ce sera donc 3 points automatiquement. Par exemple, là, si Gilbert termine sur le podium, on mettra un point à Polo. Et si Alaphilippe termine sur le podium, on mettra un point à Robin. Comme ça, on fait avancer le classement. Et par contre, si Van Aert gagne, on prend tous les 2 3 points. Toi, tu prends 0, Joseph. Oui, voilà, c'est un peu la difficulté. Ah oui, parce que c'est 3 points quand on trouve le vainqueur et 1 point quand on trouve le plus proche. C'est ça, voilà, tout à fait. Exactement. Il y aura une autre pour terminer ces bonifs, il y aura une autre épreuve qui sera intéressante, c'est le Tour de l'Ain cette semaine parce que c'est la rentrée notamment des Jumbo-Visma. Les favoris du Tour de l'Ain, on va regarder. Il y a 3 étapes, vendredi, samedi, dimanche. Il va y avoir les Ineos, Bernal, Froome, Geraint Thomas. Il va aussi y avoir les Jumbo-Visma avec Kruijswijk, Bennett, Roglic, Tom Dumoulin, équipe monstrueuse. En bas à droite, il y a Guillaume Martin, le Français. Il va y avoir le leader d'Arkea Samsic, Quintana, voilà, je l'ai mis en jaune un peu plus foncé parce que c'est une équipe française et s'il gagne, on sera content. Il va y avoir les leaders de la Trek Segafredo, Porte et Mollema et il va y avoir Joao Almeida parce que désormais, le petit jeune de Deceuninck Quick-Step, on est obligé de le mettre. Il n'est pas aligné d'ailleurs avec Remco Evenepoel sur le Tour de Pologne. On regarde l'étape reine du Tour de l'Ain qui va être intéressante parce que c'est la répétition de l'étape 15 du Tour de France 2020 avec passage par le col, col de la Biche et arrivé surtout au Grand Colombier. Et ça, Polo, ça va être intéressant. Les 3 cols, ils sont monstrueux. La selle de Fromentel, les 5 derniers kilomètres sont monstrueux. Il y a des pentes à 22%. Le col de la Biche, je vois mal, mais il me semble que c'est du 9,6% pendant à peu près la même durée de kilomètres. Et puis, le Grand Colombier, on le connaît sur le Tour de l'Ain maintenant depuis 1 ou 2 saisons. C'est, comme tu l'as dit, étape de répétition avant le Tour de France, étape qui partira de Lyon, qui sera donc un peu plus longue. C'est dommage qu'il y ait autant de vallons. Je parle surtout pour le Tour de France. Pour le Grand Colombier, pour le Tour de l'Ain, on verra, c'est pas très important. Pour le Tour de France, c'est dommage qu'il y ait autant de vallons entre le sommet du col de la Biche et le début du Grand Colombier. Mais quoi qu'il arrive, c'est 3 cols monstrueux, vraiment des cols monstrueux. Et ça va être déjà très intéressant de voir, comme tu l'as dit, la Jumbo-Visma, comment ils s'articulent autour de 3 leaders annoncés, 3 leaders ennemis, puisqu'il y a aussi Georges Bennett. Ça va être quand même hyper intéressant à voir. Il y aura aussi la grosse Armada Sky, enfin une partie de la grosse Armada Sky. Peut-être la course, en tout cas en termes de niveau, la plus intéressante de ce début de saison sur une course d'une semaine. Et d'adversité. Et toi, Robin, du coup, tu vas partir du côté du Mont Ventoux Challenge. Du Mont Ventoux, voilà, tu vas aller... un gros plateau aussi. Gros plateau aussi. Il va y avoir un gros tu vas nous le présenter d'ailleurs parce qu'on a pour la première fois une double ascension du Ventoux. Voilà, c'est quelque chose qui était dans les cartons depuis un moment du côté des organisateurs. Ils vont monter jusqu'au Chalet Reynard, ils vont pas aller jusqu'au sommet, mais ça va être une course intéressante avec un plateau que tu vas nous présenter. Moi, je sais qu'il y a Quintana et Guillaume Martin, mais je sais pas le reste. C'est ça, il y a beaucoup de grimpeurs qui ont besoin de se tester et on en avait déjà parlé un tout petit peu l'année dernière quand la classique du Mont Ventoux avait eu sa première édition. Mont Ventoux dénivelé challenge, parce qu'on l'appelle un peu comme on veut depuis tout à l'heure, mais respectons les organisateurs. Mais du coup, c'est une classique assez originale dans le calendrier, il n'y en a pas d'autres comme ça, aussi montagneuse. Donc il y aura Romain Bardet, il y aura une grosse équipe AG2R avec Pierre Latour, avec Alexandre Géniez, avec Tony Galopin aussi. Ensuite, on aura Herrada de Cofidis qui a gagné l'année dernière. Lopez, comme tu le dis, Polo. Chez Astana aussi, il y a une grosse équipe avec Luis Sanchez. Et il y a un autre Astana intéressant, mais dont j'ai oublié. La SOF Non, un autre. Un petit Espagnol, Rodriguez, je crois, qui était chez Euskadi l'année dernière. Et qui avait celui qui fait deuxième du Tour de Burgos ou troisième du Tour de Burgos derrière Sosa l'année dernière. Je sais plus, mais l'année dernière, l'année dernière au Mont Ventoux, il fait top 10. Et donc un gros plateau de grimpeurs, Quintana, tu l'as dit, Guillaume Martin. Donc voilà, ce sera intéressant à voir. Surtout de la part de Romain Bardet, moi qu'on va forcément bien observer, puisqu'il n'était pas prévu sur le Tour au départ. C'est de nouveau dans son calendrier. Et l'année dernière, il avait fait deuxième. On attend de voir s'il peut pas gagner. trop mal, Romain Bardet, hier sur l'étape reine de la route d'Occitanie. On espère quand même un peu mieux quand même pour le coureur qu'il est et qu'il a été. Mais c'est pareil, à l'image de Thibaut Pinot. Il y a du travail. Il y a encore du travail, mais c'est assez encourageant, je trouve. Mais il l'a dit d'ailleurs, lui, pour le coup. Si Pinot a dit qu'il était rassuré, Bardet a dit je suis peut-être un peu en dessous de ce que je pensais être. Donc il y a du boulot. Voilà, c'est la fin de ces bonifs XXL. On va passer désormais au quiz. C'est parti.
jingle. Il n'y a pas de jingle, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, je chante moi-même. Alors, avant le quiz, après le quiz pour les vainqueurs du jeu Oui, à la concours. fin. Les vainqueurs du jeu concours. Les gars, ce quiz-là, il va y avoir deux petits Je jeux. range l'ordinateur parce qu'après, Robin Exactement. m'accuse. Bon, de toute manière, ça va être un peu difficile pour toi de tricher cette fois-ci, Polo. Pour moi, tout court. Hein. Voilà. Cette fois-ci. La semaine dernière, tu avais gagné, on le rappelle, contre Gaëtan et Robin. Au Tu buzzer. avais De t'étais peu. mal parti. De peu. Et tu avais gagné 3-2 à 2. Voilà. Donc c'était une belle victoire. Ça s'appelle Dans quel col? Je vais vous mettre des photos Ah, c'est sympa. de victoires au Tour de France. On va rester concentré sur le Tour de France. Tout simplement, vous allez devoir me dire le plus rapidement possible dans quel col cela s'était passé. D'ailleurs, ce n'est pas forcément des victoires parce que la première photo, il va falloir être très rapide. Mhm. Thomas, quand vous voulez. Lussardinen. Luzardinette, Ouais. exactement. Oui, ça va vite. Hein. Voilà, la chute de Lance Armstrong avec voilà, la montée de mutant absolu. On a un point pour l'année ou pas? 2003. Ouais, bah ça va. J'allais le rajouter, voilà, va, c'était oui. pour faire le connaisseur. Je m'étais noté à chaque fois le Tour de France auquel ça correspondait. Et les gars, je suis sûr que vous allez le faire aussi bien que moi. Effectivement, c'était le Tour de France 2003. On peut passer à la deuxième photo. Il y a 1-0. Isoard. Putain. 2017. Ça va vite, hein. 2-0 Ça va pour vite, là. Robin, exactement, Tour de J'ai France. regardé là, en fait. 2017. Ouais, ça regarde va là. vite. Voilà. Moi, C'est pour ça que j'aime je bien perds. ce genre de quiz où on se régale de petites victoires françaises, notamment. On peut y aller pour la troisième photo. Un peu plus compliqué. Bourg-en-Bresse. Non, c'est pas Bourg-en-Bresse. Attends. Méribel. C'est pas Méribel. Euh, C'est Ah, un sommet. C'est un sommet dans les Pyrénées. C'est en Ariège. Ah, attends. C'est le Tour de France de l'année dernière. Ouais, je sais, mais j'ai plus. C'est. Comment ça s'appelle? Alors évidemment, Pradalbi. Pra- Pradalbi. 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 Polo, tu sais quoi? Tu me sortais Pradalbi alors qu'il avait dit Pladalbi. J'ai Alors que confondu. le truc, c'est comme ça. Je te donnais le point. J'avais Pradalbi en tête, mais j'ai confondu avec Quintana. Je sais pas pourquoi. Voilà. Enfin, bref. Alors Polo, On s'en bon, c'est pas encore terminé parce qu'on a encore deux photos. fout. Ouais. Et sache que Là, c'est dur, là, c'est dur. tu nous as Mais là, déjà j'aurais dû la fait prendre, voir des celle-là. belles remontées. J'aurais dû la prendre celle-là. Vitesse, les gars. Péragude, Ah, bien joué. Péragude 3-1, exactement, année 2017. année 2017. 2017. Voilà, mais il n'y a pas de point, hein, Romain. désolé. Surtout quand j'ai envie qu'il y ait un peu d'adversité là. Donc on va faire en sorte Il en que reste Polo qu'une remonte. Hein, Il en reste qu'une? il en reste Il y a- une et après il y aura un petit jeu. Voilà, on va Ok. voir si vous êtes bon. Dernière photo, quand vous voulez, les gars. Père sourde. Père aux sourdes. 2007. Non, c'est pas ça? Non, c'est pas Père aux sourdes. Parce que il passe, je crois, dans cette étape-là à Père aux sourdes, mais c'est pas Père aux sourdes. Mais on est dans la zone. C'est quoi, bannière de Luchon? On cherche des cols, Polo. Ah ouais, mais je sais pas, je tente. Attends. Dans la C'est zone. Aspin? Non, Obisque. Non. Obisque. Non, il n'y a pas C'est d'arrivée. pas à- Obisque. Il n'y a pas c'est d'arrivée à pas, l'Obisque. c'est pas Obisque. C'est pas le port de Balèze, du coup. Non, Loudanviel? c'est quelque chose de quelque chose. La Mongie? Non, c'est presque plateau de quelque chose. ça. Plateau de Bay? La Orque- Plateau de Bay. Ah, Exactement. J'avais Exactement, oublié Robin, qu'ils ça arrivaient fait au Plateau 4 de Bay. J'étais vraiment. Donc la bloqué Mongie, sur Père on Sourde. l'accepte pas sur le plateau de C'est Bay. le Tourmalet. Non. Ouais. C'est le Tourmalet, la Mongie. La Mongie, c'est Mais non. quand tu montes le Tourmalet, tu passes par la Mongie. Putain, j'étais persuadé que c'était le plateau de Bay. tu Non. vois. J'ai bugué sur Père aux sourdes, je savais plus si on passait par Père aux sourdes. Non, en fait, c'est nécessairement. plutôt dans l'étape. C'est quand Voilà. ils se mettent les attaques C'est ça, voilà. de fou, là. Mais je crois que cette étape-là et la victoire d'Alberto Contador était passée par Père aux Oui, sourdes, sûr mais et je me certain, souviens ouais. plus. Je me souviens plus parfaitement. Je vais pas dire de conneries. C'était sur le Tour de France 2007. Avec 4-1. Rasmussen. Pas cadeau le Tour 2007. Hein, Ah, putain. pas cadeau. 4-1 pour Robin. On Ouais. va jouer avec une énumération, les gars. On va voir si vous êtes capable de m'en citer 3, parce qu'il y en a beaucoup. Ce sont les plus jeunes vainqueurs du Tour de France. Alors, moi, je les ai dans l'ordre, mais on va pas les faire dans l'ordre, ça ne sert à rien. Est-ce que vous êtes capable de me citer combien des plus jeunes vainqueurs du Tour de France? C'est la liste, J'en ai combien dans les 1, Ça va 2, venir parce que 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 plus jeunes vainqueurs de Tour de France, combien vous êtes capable d'en citer? 4. Ah ouais, 4. fais une énumération. Ouais. Allez, on va faire une énumération. Polo Polo. commence. Ouais, non, t'en as 4, toi. Je sais que t'en as beaucoup, donc tu peux commencer, Robin. En plus, tu mènes. Bah, Bernal. Ouais, Bernal. Après, je sais pas, il faut pas que je dise de bêtises. Je vais prendre le temps de réfléchir.
Il y en a, alors c'est très lointain. Tu prends parce que avant-guerre. Hein. il y en a 3. En fait, il y en a 3 qui sont très récents, qui sont relativement récents. Alberto Contador. Alberto Contador, c'est pas bon. Ah ouais. Il y a Henri Cornet, non? Il y a Henri Cornet qui est le vainqueur le plus jeune à 19 ans et 352 jours. Ouais. Et après, 1904. et après, les autres, je suis pas sûr, mais il y a peut-être Ulrich. Il n'y a pas Ulrich. Il y a François Faber en 1909 à 22 ans. Après, c'est que du 22 ans. Est-ce qu'il y a Cornet, Hinault 19 ans, il gagne. Après, Faber, 22 ans. Bernal, 22 ans. Hinault, il y a ou pas? Il n'y a pas Hinault. Il y a Lapise, 1910, 22 ans. Gimondi, en 65, Gimondi. 22 ans. Philippe Tiss, 1913, 22 ans. Laurent Fignon, en 83, il a 22 ans et 346 jours. Et Romain Maes, en 35, qui a 22 ans. J'allais tenter Fignon, mais Je pensais vraiment pas. que Hinault, en 79, il était en 78, pardon. Moi, j'avais Fignon. Franchement, j'avais Fignon. Je leur ai dit, si Contador était passé, j'aurais dit Fignon aussi derrière, mais les autres, je ne savais pas du tout. Alberto Contador, malheureusement, n'est pas passé. Donc Robin gagne. Ça fait donc un partout pour les quiz. C'est pas volé. Ouais, c'est pas volé, c'est vrai. Voilà, on a donc les photos avec Gimondi à gauche et Fignon à droite. Le résultat du jeu concours, Thomas, vous pouvez y aller pour voir qui ont gagné. Polo, je te laisse les annoncer. On a fait le petit tirage au sort ce matin et c'est donc Hans LF qui remporte le jeu Tour de France sur PS4 et Monkey D. James @lavitech, j'ai pas vu, j'ai mal vu. La vitesse C qui gagne PCM 2020. Donc voilà, messieurs, si vous regardez l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un petit tweet, sinon on vous contactera dans les plus brefs délais. Félicitations à vous, vous avez remporté un jeu vidéo de qualité supérieure dans lequel je me régale. Donc bravo à vous, vous avez passé de très bonnes vacances. Effectivement, tu te régales, Polo, parce que redis-le quand même que Polo Herrera fait des merveilles sur Twitch. Polo Herrera. Oui, là Polo Herrera, il bosse dans l'ombre, il prépare le Tour de France parce que j'ai plus le temps de streamer puisqu'on a pas mal de taf en ce moment. Mais j'ai quelques petits projets pour lui, notamment pendant le Tour de France. On essaiera de faire un truc sympa sur Twitch avec ce personnage, ce Mexicain qui a pour objectif, je le répète, la victoire sur le Tour de France. Exactement. Il a 21 ans, il est dans sa deuxième saison. Il peut rentrer dans les 8 plus jeunes de la liste de Joseph. Il commence sa 3e saison, il vient de finir à Liège-Bastogne-Liège où il était dans le groupe des favoris, mais il a chuté. Il a chuté avant les dernières difficultés, donc il a fini un peu... Il en est fier, il a envie d'en parler. J'étais très déçu. C'était très sympa. J'ai une course que je pensais au moins faire un bon top 10, mais j'ai pas réussi à éviter la chute. Mais n'hésitez pas à aller sur la chaîne Twitch de Polo parce que la chaîne Twitch de First Team Gaming, moi je vais First Team 101 d'ailleurs, la chaîne Twitch First Team 101. Ça débat de vélo, etc. Ça débat de cyclisme, de l'actualité, donc c'est toujours très cool de pouvoir discuter. Allez aussi sur Chronique du vélo, parce qu'il y a en ce moment des interviews de Français qui ont fait des top 10 de Tour de France et c'est la régalade, le site dont Robin est rédacteur en chef. On regarde pour terminer le calendrier de la semaine. On le rappelle, Tour de Pologne, Milan-Turin, Milan-San Remo, Mont Ventoux Challenge qui sera sur la chaîne L'équipe où Robin sera et le Tour de l'Ain. Évidemment, avec un tel programme, on est nécessairement très très pressé de vous retrouver dès la semaine prochaine. Les rouleurs, gros bisous à tous. Ciao, ciao. Salut. Salut les gars.